Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire, c'est Sandrine Martin, la directrice générale adjointe d'Osmaya, groupe créateur d'Espace Vert, qui sera l'invitée du grand entretien tout à l'heure. 26 minutes pour parler génie climatique, mais aussi santé mentale et puis recul des ambitions européennes en matière de bilan extra-financier. Auparavant, je reçois Marie Gagné, la directrice du département économie, technique et informatique d'Interloire, l'interprofession des vins de Loire. Elle nous exposera leurs actions de durabilité à horizon 2030. Notre débat, il porte sur l'affichage environnemental pour le textile que les marques peuvent choisir de mettre en place depuis le 1er octobre. Qui le fait? Pourquoi? Réponse tout à l'heure avec deux exemples, des collants et puis des vêtements de sport outdoor. Et puis dans notre rubrique Startup, vous découvrirez Erapreg et ses culottes de contention pelvienne. Voilà pour les titres, c'est l'heure de Smart Impact. Tout de suite. L'invité de ce Smart Impact, c'est Marie Gagné. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver. Vous êtes la directrice du département économie, technique et informatique de l'interprofession des vins de Loire, Interloire, puisque Bismart for Change et Interloire sont partenaires pour éditer une série de podcasts, d'ailleurs, que vous avez peut-être déjà vu, animés par Sybille Aoudjan. Alors, vous nous avez présenté dans une autre émission cette ambition de réemployer des millions de bouteilles à terme avec les viticulteurs, les négociants de la région que vous représentez. Peut-être, pour ceux qui débarquent, qui n'ont pas vu la première intervention, cette filière d'Interloire, ça représente quoi aujourd'hui? Alors, le vignoble du Val-de-Loire représente 2500 vignerons, négociants et caves coopératives, de Nantes à Blois pour 34 appellations et une IGP, l'IGP Val-de-Loire, de Nantes à l'Allier. C'est le deuxième vignoble français en termes de fine bulle, après la Champagne, le premier vignoble de blanc d'appellation et le deuxième vignoble de vin rosé d'appellation également. Oui, effectivement. Avec, on va parler évidemment au-delà du réemploi des bouteilles, hein, on pourra en redire un mot, mais du plan général qui a été mis en place par la filière pour réduire son impact, un plan intitulé Filière Vin de Loire 2030. Quand et puis surtout pourquoi il a été mis en place ce plan? Alors, la filière des vins de Loire, en 2019, s'est réunie pour construire sa feuille de route. C'est tous les acteurs, tous les visages de la filière, les viticulteurs bio, les viticulteurs coopérateurs, les viticulteurs indépendants, les maisons de négoce, les caves coopératives, mais également tous nos partenaires que sont l'Institut français de la vigne et du vin, les chambres d'agriculture, la filière pépinière, la recherche et l'enseignement. Nous avons co-construit notre plan de filière, le cap que nous voulions donner à la filière en 2030, avec des objectifs très clairs et quantifiés sur un objectif qui était la création de valeur, que notre filière elle soit présente demain, robuste économiquement, mais également dans 3 engagements. Donc un objectif et 3 engagements, l'engagement environnemental sur lequel le réemploi s'inscrit pleinement, mais également un engagement social sur tout ce qui va être la formation, la transmission des domaines, et un 3e engagement qui est un engagement sociétal sur la consommation responsable, la consommation des vins avec modération. Alors justement, sur la consommation des vins, chiffres donnés par la coordination rurale en 2023, la consommation de vin en France avait chuté, si on regarde sur 2 décennies, de 32% en 20 ans, avec une production nationale qui atteint environ 45 millions d'hectolitres et des stocks qui parfois peinent à s'écouler. Est-ce que ça veut dire... alors, dans votre région, mais pas seulement, qu'il y a une sorte d'obligation à se réinventer? Alors, la consommation de vin en France, elle évolue structurellement depuis les années 50. Les Français ne consomment plus du tout comme auparavant. Par contre, cette évolution de consommation, elle s'est accélérée depuis 4-5 ans. Donc, la filière vin, lorsqu'on plante une vigne, on la plante pour 40, 50 ans. On a vraiment un enjeu de projection, de prospective. Et nous devons aujourd'hui être très en phase avec les attentes consommateurs. Et les jeunes générations aujourd'hui ne consomment pas du tout comme moi lorsque j'avais 20 ans ou la génération de mes parents. Ces jeunes générations consomment plus de vin blanc, plus de vin effervescent. Donc, on a vraiment une réflexion sur l'adaptation de notre production aux nouvelles consommations, plus occasionnelles, sur des profils de vins différents. Est-ce que finalement, les vins de Loire, cette région, elle a des atouts pour
devenir le grand vignoble de demain? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes quoi, en troisième position? Enfin, ça dépend des vins, vous nous l'avez dit, mais c'est un peu la troisième région viticole de France. Est-ce que, quand vous vous projetez, vous vous dites, mais finalement, vu notre emplacement géographique, vu les changements de consommation, on est bien placé? Alors, dans le contexte du changement climatique, on connaît aujourd'hui très bien quel sera le contexte climatique de la Loire en 2050, en 2100, en Mhm. fonction des différents scénarios du GIEC. Ça, ce sont des outils qui sont en place, qui nous aident à faire nos Ouais. choix de cépages. Ouais, on y reviendra là-dessus. Ouais. Mais nous avons surtout la chance en Loire d'avoir un vignoble qui est porté sur 4 couleurs, sur une grande palette de vins. Nous Mhm. faisons beaucoup de vins effervescents, beaucoup de vins blancs, des vins rouges et des vins rosés. Nous faisons des vins secs, des vins moelleux, des vins liquoreux. Donc nous avons une palette des possibles qui nous a permis depuis une quarantaine d'années très, très agile, très en adaptation avec les consommations et qui nous continue à Ouais. nous adapter sur les Mais est-ce que ça consommations veut de dire demain. concrètement, pardon d'interrompre, mais que vos viticulteurs ils vont faire moins de rouge, par exemple? Parce que la jeune génération en boit moins. Alors, probablement que nous ferons peut-être moins de rouge demain puisque Mm. c'est une couleur où la consommation globale en France baisse. Mais les viticulteurs avec qui moi je commençais ma carrière dans les années 60 étaient très orientés vers une production de chenin. Donc on a eu tous les Ouais. à différentes, périodes, le poids des différentes couleurs Mm. sur un vignoble qui est stable en surface, qui a vraiment toujours varié et c'est cette agilité qui est une vraie force en Loire et sur lequel nous Mm. continuons à travailler, à nous projeter. Oui, et on rappelle qu'évidemment, c'est à consommer avec modération. Je voudrais qu'on parle de cépages. Tiens, vous évoquiez la question de l'anticipation, parce qu'il y a vraiment des régions où il va falloir changer de cépage, quoi, tout simplement. Est-ce que c'est le cas aussi pour les vins de Loire? Alors, on innove, on est ouvert à tout. Il y a vraiment un ADN de pionnier dans le vignoble Mm. du Val-de-Loire, donc on ne s'interdit rien. Donc on réfléchit à quels pourraient être nos cépages de demain, sachant que nous avons par exemple des cépages qui ont une vraie agilité. Par exemple, le chenin, nous sommes allés voir comment se comporte le chenin dans Mm. d'autres contextes climatiques, comme l'Afrique du Sud Ouais. ou le Portugal. Et nous avons exploré et collecté toute la diversité génétique, par exemple, des chenins à l'échelle mondiale, qui est conservée dans des conservatoires pour Ouais. élargir le champ des possibles, que les chenins que nous cultivons aujourd'hui, nous aurons toujours du chenin demain, mais ce sera peut-être d'autres profils de chenin, ceux qui sont par exemple plantés en Afrique du Sud, dans un autre contexte climatique. D'accord. Est-ce qu'il y a des maladies de la vigne, si vous parliez d'anticipation, hein, Oui, qui potentiellement vont apparaître à cause du réchauffement climatique? alors, bien évidemment, le Ouais. contexte climatique, l'évolution de certaines viroses, de certains parasites, de certains organismes qui peuvent véhiculer les maladies, c'est quelque chose qui est énormément suivi à l'échelle nationale, Mhm. européenne. C'est l'épidémiosurveillance qui est vraiment suivie de près. Jusqu'à là, par exemple, la flavescence dorée était une maladie qui était peu présente dans la Loire et qui arrive progressivement, mais Mhm. on bénéficie de l'expertise d'autres bassins viticoles qui nous ont permis de mieux construire la manière dont on la surveille pour suivre son évolution et l'enrayer dès qu'elle démarre. Nous avons également des travaux de recherche à échelle nationale pour essayer de comprendre, par exemple, comment se comportera l'oïdium de la vigne dans le contexte climatique de 2050. Mhm. Des travaux à l'échelle nationale qui permettent de comprendre les maladies, les ravageurs dans un contexte climatique que nous connaissons bien, qui sera celui des années 50, 2050, 2070. Un chiffre donné par Greenflex qui est sur l'impact carbone de la viticulture en France et génère près de 4 millions, plus de 4 millions de tonnes de gaz à effet de serre, 0,7% des émissions françaises, ce qui n'est pas énorme, hein. Il y a des secteurs qui pèsent beaucoup, beaucoup plus. Donc, on a parlé dans une autre émission des efforts que vous faites là en termes de réemploi, parce qu'on a vu que finalement les bouteilles et l'usage des bouteilles, c'était une partie importante de ce poids carbone. Qu'est-ce qu'il y a comme autre levier que vous activez en fait? Alors, d'une part, on va chercher à activer plein de leviers de réduction de notre émission, Oui. mais également on va travailler des leviers plus longs sur la séquestration carbone dans nos sols. Mm. Mais sur les leviers de réduction de nos émissions, on va également travailler sur la réduction de nos consommations d'énergie, de carburant. Donc, par exemple, faire évoluer le parc de matériel vers des parcs qui sont plus électriques, par Mhm. exemple. Nous pouvons également réfléchir autrement notre fret, la distribution de nos vins en aval, avec à terme du fret qui soit moins routier, mais du fret plus maritime, fluvial. Donc il y a des vrais enjeux sur de la structuration de filières à long terme Mhm. et également toutes les approches plus agronomiques comme
l'agroforesterie, le viticpastoralisme ou toutes les réflexions que nous avions tout à l'heure sur des nouvelles variétés. Il y a des variétés qui aujourd'hui sont résistantes au mildiou et à l'oïdium qui nous Mm. permettent également de travailler autrement. Quand vous parlez de séquestration carbone, ça rejoint notamment la question de l'agroforesterie, de planter plus de haies, d'arbres autour et dans les C'est ça. vignes. Ouais. Également, d'améliorer la séquestration du carbone dans les sols agricoles, donc une manière de travailler nos sols différemment de Mm. ce qui pouvait être fait il y a une vingtaine Ouais. d'années. Et alors, il y a une autre question qui est quand même centrale quand on parle de viticulture, c'est la question des intrants, et notamment des pesticides. Là aussi, est-ce qu'il y a un plan de réduction, d'optimisation de leur utilisation pour en utiliser moins? Alors, dans le cadre du plan de filière, on a tout ce volet environnemental, on a beaucoup parlé de l'empreinte carbone, Ouais. réduire notre empreinte carbone, mais dans l'engagement environnemental, il y a énormément de choses. C'est tout ce qui va être la protection de nos ressources, Ouais. eau, sol, biodiversité. Et dans ce cadre-là, l'accompagnement de la transition agroécologique est au plein cœur de nos discussions. En Loire, aujourd'hui, plus de 85% des surfaces elles sont bio ou engagées dans une certification environnementale HVE, donc haute valeur environnementale, ou Terravitis. Donc c'est quelque chose qui est déjà enclenché, mais sur lequel on continue d'accompagner, de former, Ouais. de sensibiliser et d'investir énormément dans la recherche et dans l'expérimentation. Ça veut dire quoi? Moins de désherbage chimique, par exemple? C'est ce type de Ah oui. choix qui sont Faits et qui ont Ouais. déjà été faits. La restriction de l'usage des désherbants chimiques, elle est inscrite dans la réglementation de certains cahiers des charges où les D'accord. usages sont limités. Et nous cherchons à vraiment nous engager vers cette transition agroécologique de manière très opérationnelle sur les vignobles. Est-ce que, dernier mot, c'est lié aussi à une demande de votre clientèle, ou est-ce que c'est pas quand même le premier argument d'achat d'un vin? C'est clairement en phase avec les attentes sociétales, qu'elles soient en France, mais également à l'international. Au niveau de la Scandinavie, Ouais. certains marchés sont très très sensibles à cet engagement environnemental, mais également en Amérique du Nord. C'est vraiment être en phase avec nos valeurs, nos volontés, mais également être très lié aux attentes de nos consommateurs. Merci beaucoup, Marie Gagné, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à la suite de notre émission. Bon retour dans la Loire. Merci. Depuis le 1er octobre, les marques de vêtements peuvent afficher l'impact écologique de leurs produits. C'est le thème de notre débat. J'accueille Caroline Mini, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice engagement social et environnemental de Picture. Et Laurent Trognon, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, vous êtes le président fondateur d'Ecolan. On va commencer par présenter vos entreprises. Picture, d'ailleurs, c'est Picture Organic Clothing, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Alors c'est quoi? Vous créez des vêtements C'est ça, des vêtements outdoor. Donc, on est une marque française qui a été créée en 2008, qui est Bicorp, dont le siège est à Clermont-Ferrand, et donc par 3 cofondateurs qui sont des passionnés de sport outdoor. Ouais. Et donc, l'idée, c'était d'apporter à la communauté des sports outdoor un nouveau design, une nouvelle façon de penser et une nouvelle philosophie. Donc, on conçoit des vêtements pour des passionnés d'outdoor avec l'idée que tout ce qu'on fait est durable sur le plan environnemental, sinon on ne le fait pas. D'accord, donc ça suppose des choix de matériaux, Exactement. etc. C'est ça. Tous nos vêtements, au minimum 50% de matière recyclée, biologique ou naturelle. Bon, on rentrera évidemment un peu plus dans le détail. Je veux bien, Laurent Trognon, que vous nous présentiez vos collants. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Alors, mes collants, tout d'abord, j'ai créé une marque de collants qui s'appelle Divine Paris. Je l'ai créée il y a 30 ans. J'étais étudiant à l'époque, pas du tout dans le monde du textile. Je suis issu du monde du rugby, très surprenant. Mais donc, j'ai créé ma marque et puis j'ai été très vite confronté aux déchets collants, avec des bennes de déchets qui s'accumulaient et dans le même temps, la matière première qui ne cessait d'augmenter. Et dont les prix ne cessaient d'augmenter. Absolument, le prix de la tonne de polyamide ne cessait d'augmenter. Donc j'ai trouvé qu'il y avait là un paradoxe incroyable, et donc je suis allé voir mes fabricants de matières premières qui m'ont pas pris au sérieux au départ en disant le collant ne se recycle pas. Mon passé de sportif ne pouvait pas me permettre de me résigner à cette. C'est pas parce que j'ai une mêlée solide en face de moi que je peux pas la battre ou la contourner. Je vais trouver une solution. Voilà, donc je suis allé voir les labos et notamment l'INSA de Lyon, qui est un des spécialistes au monde du polymère. Et très étonnamment, ils m'ont tout de suite dit c'est possible avec le cahier des charges que je leur imposais, c'est-à-dire me sortir un produit qui soit à peu près du prix équivalent de la matière neuve, être capable de le faire dans un cadre propre,
environnementalement parlant, et avoir une industrie qui puisse monter en volume très rapidement et industrialisable très rapidement. Et vous en êtes là aujourd'hui? Et là, on est en train d'ouvrir notre usine début 2026. Voilà, on a fini nos travaux de laboratoire et on passe à l'industrie. Par rapport à l'atmosphère économique qui règne en France, on est à l'opposé parce qu'on est en train de recruter, d'acheter des machines. Et voilà, parfait. Heureusement qu'on n'a pas besoin d'attendre que les politiques prennent des décisions pour faire avancer et créer du business et de la croissance dans ce pays. Alors, il y a quand même des décisions politiques qui peuvent être intéressantes. Par exemple, cette possibilité, c'est pas une obligation pour les marques de vêtements, d'afficher l'impact écologique de leurs produits. C'est une sorte de label ou de Nutri-Score écologique, on pourrait dire ça comme ça pour les vêtements. Qu'est-ce que ça vous apporte? Oui, c'est un éco-score du textile, en fait. C'est un affichage environnemental. Alors, nous, on s'y était mis dès 2024, parce qu'en fait, dès le départ, on a cette volonté d'être transparent, et donc notamment de par notre labellisation Bicorp. Et donc, on veut apporter un maximum d'informations à notre consommateur. Et donc, on avait dès 2024, avec une société qui s'appelle Clear Fashion, on avait mis un score, ce qu'on appelle un fashion score, donc sur 100, où on peut voir l'impact environnemental du vêtement. Donc, vous étiez déjà dans cette démarche. Dès 2024. Et depuis donc, cette année, on a l'éco-score textile, donc français, qui donne aussi un coût environnemental du vêtement. En fait, c'est un chiffre, une valeur absolue, qui montre l'impact du vêtement sur plusieurs plans environnementaux. Alors justement, les critères. Donc les critères, on rentre la matière, donc la composition, les lieux de fabrication, le poids aussi. Est-ce que le vêtement est réparable? Le nombre de références aussi de la marque, puisque ça permet aussi de distinguer des marques de fast fashion de marques éthiques. Le transport aussi et la fin de vie. Donc on a tout le cycle de vie du vêtement qui est dans cette méthode. Est-ce que vous l'adoptez et est-ce que c'est adapté aux produits que vous proposez? Alors oui, c'est adapté. Et je dirais au-delà de la règle et des nouvelles normes, l'intérêt, c'est que ça fait œuvre de pédagogie auprès du plus grand nombre. Et aujourd'hui, on a besoin d'entraîner tout le monde. Comme tout le monde a été entraîné par la bouteille plastique, les piles autrefois, on doit avoir pour le textile la même sensibilité et apprendre à voir comment est fabriqué le textile et comment ils peuvent se recycler, quel est le cycle de vie des matières textiles. C'est hyper important. Comment vous allez l'afficher? Sur la boîte, c'est suffisamment visible pour le consommateur? Alors ça peut être sur la boîte, mais l'idéal c'est d'avoir une contre-étiquette sur le produit en lui-même, avec les indications, comme le disait Caroline, la provenance, etc. Tout ce qui fait qu'un produit est plus vertueux qu'un autre. Voilà. Alors c'est pas obligatoire. Ça vous semble logique que ça soit pas encore obligatoire, ou alors vous espérez que ce stade-là, on va l'atteindre assez vite? Alors, on l'espère, évidemment. Maintenant, on est face à des contraintes aussi économiques pour les entreprises. Il faut modifier aussi l'état d'esprit des entreprises qui fabriquent les produits. Et je pense que la contrainte, elle est là aujourd'hui. Imposer, ça paraît un peu compliqué aujourd'hui, même si, en ce qui nous concerne, on le souhaite. Et des gens comme Picture l'ont fait volontairement bien avant tout le monde. Quand on est des entreprises pionnières en la matière, forcément, on se dit, allez-y, on est prêt à subir la comparaison. Vous dites quoi? C'est une première bonne étape, belle étape? C'est une étape cruciale, c'est une vraie avancée. Puis même, c'est la première prise en compte par un gouvernement de l'impact environnemental de la fast fashion. Et comme on disait, nous, on s'y met en disant, si on s'y met tous, ça va devenir la norme et un incontournable dans notre quotidien. Est-ce que vous pensez, pardon, je vous interromps, mais alors c'est trop tôt, là, c'est le 1er octobre, mais vous avez un label depuis un certain temps. Est-ce que vous pensez que ça a un effet positif sur votre business? Est-ce que ça vous aide à vendre des vêtements, tout simplement? Alors, dans le cas de l'éco-score, c'est vrai que c'est récent, donc il faut attendre un peu. En tout cas, nous, c'est une démarche proactive et on répond à une attente des consommateurs, en tout cas, d'avoir plus de transparence. Ça, c'est clair. On a régulièrement des questions sur nos produits, etc. Donc, ça apporte cette transparence. C'est un gage de confiance aussi. Et ça nous permet aussi de voir très simplement et d'aider le consommateur à faire ses choix. C'est comme on le disait, on a un vrai rôle pédagogique, en fait. Et donc, à partir du moment où on met ça en place, ça va aussi nourrir la méthode européenne. Il faut savoir qu'au niveau européen, il y a aussi des travaux en cours pour mettre un affichage environnemental. Donc, si on s'y met maintenant, ça nous permet d'anticiper des travaux futurs aussi. Et je dirais que ça va de pair en plus avec le décret qui est sorti le 6 septembre, que la ministre a fait paraître, qui incite les entreprises à utiliser des matières recyclées. Donc, si vous voulez, l'accumulation de nouvelles normes, de nouvelles incitations, c'est que positif. Et ça va à l'encontre des mauvaises nouvelles qu'on entend avec l'arrivée de la fast fashion en France. Et le consommateur, à un moment donné, il va avoir des choix à faire et ces choix, il peut les opérer d'une manière transparente en regardant ce qui se passe. Je suis d'accord avec vous, mais pour ça, il faut qu'il y ait un
minimum de marques qui décident de l'afficher, parce que sinon vous allez être 2 ou 3 à vous comparer, ça va pas aller bien loin. C'est quand même un mouvement général. On est dans cette tendance-là. Évidemment, on n'est pas aidé par la crise économique, parce on pense souvent que être vertueux, utiliser des produits plus vertueux que les autres, ça veut dire forcément plus cher. Il faut casser un peu ces idées-là, et surtout il faut entraîner le maximum de personnes vers cette voie-là. Vous pensez que ça influe vraiment? Alors, vous allez me dire oui, parce que votre marque, elle est basée sur la logique d'économie circulaire, mais c'est pas le premier critère. Vous parliez de crise économique, on va d'abord regarder le prix d'un produit, son efficacité. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle les collants, notre premier principe, c'était de dire il faut que la matière recyclée sorte au même prix que la matière neuve. Oui. Voilà, et je pense qu'il faut aller dans ce sens-là, il faut arriver à sortir des produits qui soient français, voire européens, mais en tout cas, et avec des matières vertueuses, et en restant dans des normes de prix qui soient acceptables par le public. Et alors, je reviens vers vous, mais je reste sur votre produit, sur le collant, et sur la récupération. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de filière de récupération des collants pour l'instant. Enfin, je sais pas, moi, j'en pense pas, mais je regarde ma femme, mes filles, etc. Enfin bon, je pense qu'elles les jettent dans la poubelle de base. Et c'est bien ce qui me gênait, c'est qu'aujourd'hui, les collecteurs-trieurs qui organisent le tri en France, ils payent 180 € la tonne pour brûler ce type de vêtements qui n'est pas recyclable, qui n'était pas recyclable. Donc nous, on appréhende toute cette matière, tous les fabricants de textiles qui ont de la matière avec du polyamide, ça nous intéresse. On a des circuits de collecte dans de tas d'endroits, il y a des conciergeries, dans les hôtels, etc., dans des organismes publics dans lesquels il y a beaucoup de personnel féminin. Et c'est là où vous pouvez nous aider en faisant savoir que dorénavant, le collant se recycle. Et vous savez, en France, c'est 7500 tonnes de collants qui sont jetés tous les ans dans les poubelles. Pour vous donner une image qui parle, c'est le poids de la Tour Eiffel, 7500 tonnes. Donc c'est colossal. Donc si tout le monde s'y met, on va récupérer toutes ces tonnes de collants qui traînent, et puis d'autres textiles, et puis d'autres choses à base de polyamide. Bon, je fais le job. Dorénavant, le collant se recycle. Arrêtons de jeter une Tour Eiffel par an de collants dans les poubelles. Merci Thomas. Merci, je fais bien le job, ça vous va? Je voudrais qu'on reparle quand même de la fast fashion, parce que on voit ces efforts qui sont des efforts réglementaires, qui sont des efforts d'initiative des entreprises. Et puis à côté de ça, on a des marques asiatiques, chinoises qui s'implantent de plus en plus sur notre marché. Et on voit des marques françaises qui disparaissent. Est-ce que vous vous dites, c'est bien, on se bat, mais de temps en temps, un peu les bras ballants, à quoi ça sert? Il y a 2 choses. Donc déjà, cet affichage environnemental, nous, ça nous permet de mettre en valeur nos pratiques vertueuses, mais aussi d'inciter les autres. Parce qu'à partir du moment, comme un Nutri-Score, en fait, on voit la note ou le coût environnemental, on va aussi réfléchir et faire des choix différemment. Et le deuxième point, c'est la loi anti-fast fashion, qui a été validée au Sénat à l'Assemblée nationale, qui doit passer en commission mixte paritaire, et qui permet justement d'encadrer la fast fashion, notamment avec l'interdiction de la publicité de la fast fashion. Il y a aussi un malus qui va être mis en place sur des vêtements très polluants. Donc les choses... peut-être aussi une taxe sur les petits colis qui pourra jouer un rôle. Les choses bougent, les marques s'y mettent. Il y a de plus en plus de marques qui s'engagent du coup aussi dans cette démarche. Je suis d'accord avec vous, mais si on prend en masse, on prend la masse des produits achetés via la fast fashion ou l'ultra fast fashion en France, et ce que vous proposez, il y a quand même un sacré décalage, non? C'est pour ça qu'on informe énormément. Nous, on a des articles de blog, énormément. On fait beaucoup d'événements aussi autour du développement durable pour donner le maximum d'informations. Parce qu'aujourd'hui, il y en a tellement qu'il faut être très clair, très simple et pédagogique. Et c'est pour ça qu'on affiche ce score. Donc, entre nous, vous me dites que le combat, il n'est pas encore perdu, quoi. Non, il n'est pas perdu, mais c'est un combat, évidemment. Si vous voulez, ça nous dépasse largement, nous autres, les personnes qui interviennent dans le textile. C'est un débat politique, sociologique. Il faut effectivement que les gens aient un peu plus de pouvoir d'achat, parce qu'aujourd'hui, c'est certainement le problème. Mais il faut aussi que tout le monde comprenne que quand on fait appel à des entreprises qui viennent de Chine et qui vendent des prix quelquefois en dessous du prix de production normal, c'est se tirer une balle dans le pied. C'est supprimer des emplois en France. Donc tout ça, il faut faire œuvre de pédagogie, parler, informer, communiquer. Et puis on a encore de belles entreprises en France qui produisent des belles choses. Et voilà, moi je suis résolument optimiste. Il va falloir du temps, évidemment. Et c'est pour ça aussi qu'on propose, nous, d'autres services. Donc, on a une garantie à vie sur nos vêtements. Donc, quand on achète effectivement un vêtement qui est bio, recyclé,
qui est aussi très durable, avec des performances techniques élevées, parce qu'on fait pour l'outdoor. Et donc, on a une garantie de réparation à vie et on propose de la location de vêtements aussi. Parce qu'on sait, quand on va skier, on y va une fois par an. On peut louer sa combinaison de ski en fonction de ce qu'on va faire aussi, de la météo, etc. Et donc, ça nous permet d'avoir un vêtement très performant et durable à un prix très raisonnable, en fait. Donc, on essaye aussi de tester ces modèles qui sont plus vertueux, plus durables, parce qu'on sait aussi que pour éviter le déchet, la première raison, c'est de moins consommer. Un dernier mot sur l'innovation. Ça a demandé combien d'années de recherche et développement pour aboutir à ce que votre projet soit réel là, maintenant? On a créé la start-up en 2019. J'avais travaillé un peu dans mon société Divine sur cet aspect. Et en fait, il y a eu le Covid entre les deux, mais en grosso modo, les labos ont mis 18 mois, 24 mois pour créer vraiment quelque chose de solide. Et comme toute innovation, elle est en permanence en amélioration. Et là, on a pour ambition de sortir 100 tonnes de polyamide fin 2026. Il est vraisemblable qu'entre notre brevet initial et la mise en place de l'usine et les 100 tonnes, il y aura des améliorations importantes. On en a encore eu deux hier. Donc on est en circularité complète. Donc ce qu'on veut, c'est utiliser encore moins d'énergie, parce que c'est important. Mais l'innovation, c'est passionnant aussi. Et c'est peut-être là où l'Europe pourra faire la différence. Ouais. Merci beaucoup. Merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite au grand entretien de ce Smart Impact. Je vous emmène au cœur des espaces verts de nos villes. Prêt pour l'impact? C'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Et j'accueille Sandrine Martin, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes la directrice générale adjointe d'Osmaya, qui est une marque ombrelle, en quelque sorte, qui regroupe les groupes Pinson et Botanica Fusion Alliance, qui date de 2021. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Oui. Donc, Osmaya, effectivement, c'est une nouvelle marque qui a été créée en 2023, toute récemment, pour justement créer un élan collectif après l'alliance de deux grands groupes de l'espace vert en France, qui elle-même avait aussi un certain nombre de filiales. Et cette marque Osmaya est née de la rencontre, de la combinaison de deux mots assez forts qui sont osmose et Gaïa. Gaïa, c'est la planète Terre. La Terre Et donc originelle. l'idée est simple, c'est d'harmoniser, de rendre harmonieux la relation de la nature et de l'homme. Quels sont vos métiers, si on devait présenter Osmaya en quelques mots? Alors le groupe Osmaya articule son activité autour de 3 métiers, l'entretien des espaces verts, la création d'espaces verts et une activité importante qui est le génie écologique, qui donc répond aux problématiques de compensation écologique et de transition écologique. Évidemment, on en parlera longuement de cette notion de génie écologique dans cette émission, dans ce grand entretien. Alors, c'est deux groupes, plusieurs marques, mais c'est une expérience qui est plus que centenaire. Ça va même plus au-delà de ça, 120, 130 ans, c'est ça? Exactement. Pinson Paysage est né donc il y a plus de 130 ans. Donc c'est vraiment une histoire séculaire. Et puis au fur et à mesure, le groupe grandit avec toutes les problématiques au fil du temps, toutes les problématiques environnementales qui viennent s'y greffer. Et puis aujourd'hui, c'est un groupe. Alors il y a effectivement un certain nombre de marques au sein du groupe. Osmaya est la marque ombrelle qui porte les ambitions du groupe, mais on s'attache quand même à garder le nom de chacune des entités de façon à avoir un impact très local, un ancrage territorial assez fort et garder cette proximité avec nos clients et avec les donneurs d'ordre. Et on va parler évidemment de ces enjeux environnementaux, de ce que Osmaya fait pour réduire son impact en la matière. Quelques chiffres: 2300 collaborateurs, un chiffre d'affaires affiché en 2024 de 265 millions d'euros et une présence dans déjà 3 pays, la France, la Suisse et les Pays-Bas. Donc sur le réchauffement, est-ce que vous avez formé vos 2300 collaborateurs à ces enjeux de réchauffement climatique? Est-ce que vous vous êtes dit il faut qu'ils passent par la fresque pour le climat, ou est-ce qu'il y a des programmes de formation? Oui, effectivement, tous nos collaborateurs sont sensibilisés. Donc, il y a un programme de formation interne de sensibilisation. On a fait effectivement la fresque de la biodiversité, notamment. Cette année, on est déjà à 1500 heures de formation et plus de 400 collaborateurs qui sont formés sur les sujets de biodiversité, même si ce n'est pas forcément leur métier premier. Mais en tout cas, tous les collaborateurs sont acculturés à ce sujet-là. Et on accompagne aussi nos clients
sur la sensibilisation à la biodiversité et le monde des plus petits avec l'accompagnement des écoles. Ah d'accord, des enfants. Parce qu'on pourrait se dire que par essence, un groupe qui crée des espaces verts, il est sensibilisé à la biodiversité. Il n'y a pas besoin de, vous voyez ce que je veux dire, il n'y aurait pas besoin de former les collaborateurs puisqu'on crée des espaces verts. Oui, mais la biodiversité, c'est quelque chose d'extrêmement technique, c'est scientifique. Il faut vraiment observer la nature. Et puis, c'est un métier à part entière. Donc, on peut avoir de l'information, mais pour autant, c'est intéressant d'aller plus loin. Oui, et puis ça veut dire aussi qu'on peut créer des espaces verts qui sont plus ou moins engagés dans la façon dont on les gère, les administratifs, on peut être plus ou moins vertueux, j'imagine aussi. Exactement, il y a des espaces verts qu'il faut entretenir. L'entretien est aussi important que l'espace créé, puisque c'est grâce à l'entretien, la durabilité de cet entretien, qu'on obtient des espaces verts qui soient des lieux de vie tout au long d'une longue période. Est-ce que déjà, alors il y a plusieurs questions, il y a la question par exemple des intrants, des produits chimiques. Je voudrais commencer par le choix des essences, de ce qu'on plante dans ces espaces verts. Est-ce que, à quel point il est important et est-ce que vous avez évolué justement en tenant compte de ces enjeux de biodiversité ? En tenant compte des enjeux de biodiversité et aussi d'adaptation climatique. De réchauffement, puisque, effectivement, le choix des végétaux est important, avec une préférence pour les végétaux locaux, avec des végétaux qui s'adaptent convenablement. Et puis également l'adaptation et le référencement de l'état du sol, du terrain, de l'exposition, etc., pour pouvoir adapter au mieux et que ça soit durable, encore une fois, dans le temps. Ouais. Et alors, sur les intrants, sur les produits chimiques, est-ce qu'on peut réduire et est-ce que vous avez un programme de réduction d'utilisation de ces produits chimiques dans les espaces verts ? L'idée, c'est de faire le plus naturel possible. Ouais. Mais est-ce que c'est toujours possible, justement ? Il y a des techniques qui le permettent. Il faut absolument les réduire, voire ne pas du tout s'en servir. Et puis, trouver des techniques de lutte biologique intégrée, par exemple, où on intègre des prédateurs pour venir à bout de certains insectes qui peuvent ennuyer. C'est une demande de vos clients de plus en plus importante, ça ? C'est une demande des clients, c'est aussi un conseil que l'on se doit, nous, en étant des professionnels du métier, de proposer des solutions paysagères qui soient adaptées. Est-ce que, alors on a parlé des essences, on a parlé des intrants, l'eau, l'usage de l'eau, parce que par définition, c'est assez consommateur en eau, j'imagine, un espace vert. Donc, comment vous avez là aussi réfléchi et agi pour réduire votre impact ? Alors, l'eau d'arrosage est quelque chose qui peut se maîtriser avec une gestion technique, une gestion centralisée de l'arrosage automatique, où on adapte les besoins en eau en fonction des besoins de la plante. On gère aussi et on surveille les fuites, puisque un certain nombre d'eau perdue vient de ces fuites enterrées et pas gérées. Et puis, encore une fois, l'adaptation du végétal en fonction du climat, de façon à pouvoir réduire au maximum l'eau d'arrosage. Est-ce qu'on est... Oui, allez-y. Mais il est nécessaire, l'eau d'arrosage. C'est-à-dire qu'arroser est nécessaire pour faire grandir les plantes aussi et pour les faire vivre. Ça, sans doute, il y a un seuil minimum, mais avec un certain nombre d'options. La France a longtemps été très en retard en matière de réutilisation des eaux grises, etc. Est-ce que vous voyez les progrès ou est-ce que c'est encore difficile de faire changer les mentalités là-dessus ? Est-ce qu'on continue d'arroser avec de l'eau potable, quoi ? Oui. En France, oui. En France, oui. Ce qui n'est pas logique. C'est pas logique, non. Mais il y a tout un... En fait, il faudrait considérer les espaces verts comme une infrastructure à part entière, comme les routes, comme les réseaux d'eau, comme toutes ces infrastructures, et se dire que c'est une infrastructure qui bâtit les paysages de demain, les paysages durables de demain, et le considérer de la même façon. Donc avec des intrants qui doivent être adaptés aussi, avec de l'eau... peut-être pas potable, de l'eau recyclée. Mais ça veut dire que si une ville veut le faire, il faut qu'elle adapte ses infrastructures, c'est ce que je comprends en fait. Qu'elle les adapte, oui. Qu'elle trouve des solutions pour que ça puisse être possible. Ouais, effectivement, donc là, il y a une marge de progression qui est encore importante. Une citation, on aime bien s'appuyer sur une citation dans ce grand entretien. Vous dites « Le métier de paysagiste est un métier qui a du sens, de l'avenir et qui n'est pas remplaçable ». En lisant ça, je me suis dit « Tiens, voilà un métier qui n'est pas concerné par la révolution de l'intelligence artificielle ». C'est vrai ou pas ? Sur le métier en tant que tel, effectivement. On fait rentrer de l'intelligence artificielle, comme dans tous les métiers, avec de l'innovation, de la technicité,
biodiversité, des choses qui vont beaucoup plus vite, parce qu'on se fait aider, accompagner par cette intelligence artificielle. Mais le jardinier, il n'est pas remplaçable. Le jardinier, c'est le maître de l'art, c'est celui qui va investir le terrain, qui va observer la nature et qui va pouvoir la faire grandir. Donc, c'est un métier qui a du sens. C'est un métier qui continuera d'évoluer, et puis c'est surtout un métier d'avenir, puisque avec la transition écologique, l'adaptation climatique, ce sont des métiers qui peuvent vraiment, on peut faire carrière dans le paysage. Ça veut dire que vous imaginez pas des robots jardiniers? Ça fait pas partie des pistes dans toute grande entreprise. On travaille sur l'innovation, on essaye de se projeter vers l'avenir. Ça fait pas partie de vos pistes? Des robots jardiniers. Il y a quelques solutions, évidemment, sur des choses qui sont très simples, comme des surfaces très planes, où on peut introduire des robots tondeuses, évidemment. Mais c'est quand même difficile d'aller faire de beaux jardins avec des tailles très ornementales et très jolies. Sans la main de l'homme. Vous la rassurez. Vous parlez de génie écologique, on l'a évoqué tout à l'heure. Déjà, de quoi on parle? C'est quoi le génie écologique? Le génie écologique, c'est ce qui va permettre d'adapter le site et de réintroduire la biodiversité, donc la faune, la flore, sur un site qui est soit un site qu'on va rénover parce que c'est un site qui est pollué, soit un site qu'il faut réadapter, soit un site qui a évolué en fonction des évolutions climatiques ou de l'urbanisme, par exemple. Vous pouvez prendre, je sais pas, un exemple récent de projet d'espace vert que vous avez créé, peut-être justement à partir d'un site dont c'était pas l'usage et qui est devenu un espace vert dans une ville. Alors moi j'ai un exemple en tête à Paris, mais qui est peut-être pas sur lequel vous travaillez pas forcément. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'était un parking, ça devient un espace vert. Oui, alors ça, on l'a pas très loin d'ici, avec quelques forêts urbaines aussi qui sont créées. Mais on a aussi un très beau site sur lequel on a travaillé et qu'on continue de travailler. C'est un site au sud de Paris qui s'appelle La Bassée, sur lequel il y a une opération de génie écologique et de compensation écologique, qui est un site qui est aménagé pour pouvoir faire face aux crues de la Seine. Donc, il y a tout un aménagement qui fait 2300 hectares. Le projet global fait 2300 hectares. La première phase, qui est une phase projet, fait 360 hectares avec une digue qui fait 8 km autour et qui va permettre de stocker l'eau des crues de la Seine en cas d'inondation pour protéger Paris. Très intéressant. Alors, le principe de cette émission, c'est que l'invité du grand entretien pose une question à l'invité de la semaine suivante. La semaine dernière, c'était Mathieu Hetzer, le président du Centre des jeunes dirigeants qui était à votre place. Voici sa question. Bonjour Sandrine, une petite question pour vous. Comment vous voyez les choses chez Osmaya pour réconcilier l'économie et la biodiversité ? Alors, elle est très vaste, cette question, mais derrière ça, j'entends souvent, parce que ça fait partie des thèmes récurrents, que les investissements qu'on fait en matière de biodiversité ou de réduction de son impact ne sont pas forcément des vecteurs de croissance. Comment vous percevez cette question-là ? La difficile alliance entre l'investissement et le retour sur investissement. C'est ça. Aujourd'hui, toutes les entreprises, tous les grands donneurs d'ordre sont obligés d'intégrer des analyses d'impact et de risques environnementaux, sociétaux, etc. Donc, tout le monde doit faire attention à son impact, notamment sur la biodiversité. Lier l'économie à la biodiversité, je crois que c'est tout simplement une question aussi de durabilité. C'est que tous les acteurs économiques doivent prendre en considération la nature, l'impact environnemental de leur activité et la biodiversité. C'est un excellent... Alors la biodiversité, c'est la faune, la flore, mais ça peut être aussi beaucoup plus large. C'est un excellent moyen aussi, canal de communication dans les entreprises, de parler de biodiversité, de parler de végétalisation, des parkings, des zones de pause, etc., pour justement amener du lien social. Donc derrière biodiversité, il y a tout un enchaînement de sujets qui peuvent être des sujets transverses à mener dans une entreprise et qui amènent forcément
un retour sur investissement ou en tout cas une valeur importante pour l'entreprise. Et alors, ça nous amène à un sujet qui concerne pas seulement Osmaya, qui est beaucoup plus vaste, c'est évidemment le sujet du bilan extra-financier, de la CSRD, avec voilà, un projet de simplification des règles au niveau européen. Alors, c'est vrai qu'on a reçu, nous, ici, beaucoup de chefs d'entreprise qui nous disaient c'est bien, mais c'est trop compliqué, 800 pages, on n'y arrive pas, etc. Bon, moi je peux entendre l'argument de la nécessaire simplification, sauf que là on a un peu le sentiment que la simplification c'est surtout devenu une réduction de l'ambition. Comment vous le ressentez ça? Oui, effectivement, ce ralentissement, c'est quelque part les entreprises qui n'avaient pas encore engagé la démarche se sentent rassurées parce qu'elles se disent je vais le reporter plus tard. En revanche, pour toutes les entreprises qui étaient déjà dans le processus de CSRD ou de VSME pour parler avec les nouveaux termes, elles se sentent de toute façon en marche pour aller jusqu'au bout et tenir leur ambition. Est-ce que c'était votre cas? C'est notre cas. Ouais. Donc vous avez rempli votre premier bilan CSRD, vous l'avez déjà fait? Oui, on sera éligible en 2028, mais effectivement, on a déjà un rapport RSE. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette CSRD, comme toutes les démarches extra-financières, permettent des vrais leviers de transformation dans les entreprises, des vrais leviers de structuration, d'organisation, et de mettre des sujets, encore une fois, en transverse, qui aident à faire grandir l'entreprise. Oui. Et puis dans la CSRD, il y a quand même une notion qui est hyper importante, c'est qu'on fait entrer la biodiversité, on fait entrer la nature dans les comptes, on fait entrer les enjeux environnementaux. Donc ça permet aussi aux entreprises de s'engager davantage sur ces sujets-là. Et de se comparer. Est-ce que vous le voyez aussi comme un outil de benchmarking, de comparaison avec vos concurrents ou vis-à-vis de vos clients potentiels, par exemple? Je crois qu'il ne faut pas se comparer. Il ne faut pas l'utiliser comme ça, non? Non, il faut l'utiliser comme un moyen d'action interne et externe, comme un moyen d'embarquer toutes les parties prenantes de l'entreprise dans cette démarche globale, complètement holistique, pour justement faire avancer ces sujets environnementaux, mais aussi sociaux, sociétaux, climatiques et tout ce qui s'ensuit. Oui, on va parler de sujets sociétaux dans un instant, mais est-ce que vous le trouviez trop compliqué, la structure telle qu'elle était proposée de ce bilan extra-financier? Le nombre de données à récolter était vraiment, effectivement, assez lourd. Le faire par étapes est essentiel. Il faut prendre des grands sujets, des grands enjeux, après avoir fait l'analyse de double matérialité, bien identifier les priorités pour l'entreprise, parce qu'avant tout, ça doit servir à l'entreprise. Il ne s'agit pas de faire un rapport pour diffuser un rapport, qui probablement n'est pas toujours lu jusqu'à la fin, mais vraiment de s'en servir pour faire avancer les sujets et structurer les sujets en interne. Ça veut dire un point d'étape, d'une certaine façon. On en est là et voilà vers où on veut aller, c'est comme ça? Oui. Établir une chronologie, identifier peut-être en interne des comités de pilotage, c'est ce que l'on a mis en place chez Osmaya, des comités de pilotage sur la CSRD, des comités de pilotage sur le carbone, l'empreinte carbone, d'autres sur les achats responsables, pour justement faire avancer pas à pas ces sujets-là et bien les intégrer, que ça soit solide dans la politique générale de l'entreprise. Quand on parle d'enjeux environnementaux, effectivement d'objectifs qu'une entreprise peut se donner, il y a toujours la question de savoir si on se base sur la science ou pas. C'est encore un degré d'exigence supplémentaire. Dans un métier comme le vôtre, vous vous entourez forcément de scientifiques, de spécialistes pour définir justement des objectifs? Oui, alors en interne, on a des équipes très techniques, très expertes sur certains sujets, et puis sur d'autres, on s'allie effectivement avec d'autres experts et d'autres scientifiques. Par exemple des écologues, des bureaux d'études, des écologues, des scientifiques, des gens qui vont amener du savoir pour pouvoir trouver la meilleure solution paysagère pour le client. Est-ce qu'on conçoit un nouvel espace vert très différemment aujourd'hui d'il y a 15 ans, 20 ans? Ou est-ce que finalement, ça reste quand même, les bases restent un peu les mêmes? Oui, mais la finalité est différente. La finalité est différente. Aujourd'hui, on a un sujet
déjà de revégétaliser les villes, les cours d'école. C'est le cas par exemple à Paris avec ce grand projet des cours oasis dans les écoles où on déminéralise les cours pour réinstaller la végétation et mettre des arbres. Il y a une finalité climatique de réussir à diminuer la température, notamment en cas de forte chaleur. Et puis, il y a un enjeu aussi de lien social, de faire en sorte que ces parcs, ces jardins soient vraiment un lieu de rencontre, un lieu de sport, un lieu de jeu pour vraiment remettre du lien social. Alors peut-être que c'est ça qui change par rapport à il y a 20 ans. Le lien social est un peu différent aujourd'hui. Vous parliez des écoles, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a une logique aussi de pédagogie, donc un programme à destination des enfants, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. On emmène sur une de nos pépinières, hein, on emmène des enfants pour découvrir effectivement comment la nature évolue, leur faire découvrir les insectes, les animaux, voilà, tout ce qui fait vivre la faune et la flore pour qu'ils aient un regard émerveillés pour que la nature les émerveille et qu'ils aient envie à leur tour ensuite de la défendre, de la et que défendre. ce soit des vecteurs d'évolution vis-à-vis des parents ou des grands-parents. Ensuite, il y a un sujet qui vous tient à cœur, c'est celui de la santé mentale. On va prendre le temps de s'y arrêter pendant plusieurs minutes, Sandrine Martin. Pourquoi déjà, il y a les semaines d'information sur la santé mentale qui viennent tout juste de s'achever. Déjà, pourquoi vous vouliez en parler? Moi, spontanément, j'aurais peut-être pas pensé à vous poser des questions sur la santé mentale. Je suis convaincue qu'un espace vert, mais ne serait-ce qu'une petite fleur sur un balcon, permet d'enjoliver la journée. Aujourd'hui, il est vraiment démontré, il y a une étude, c'est Marc-André Sellos qui en faisait mention il y a quelque temps, il y a une étude qui a été faite auprès de plus de 2 millions d'habitants au Pays de Galles, qui montre que à partir du moment où un habitant est à plus de 360 mètres d'un espace vert, c'est-à-dire qu'il ne voit pas d'espace vert, sa santé mentale, ou en tout cas le risque de dépression, augmente de 5%. Donc il y a un sujet entre la sérénité qui peut apporter un espace vert, la vue d'un arbre, toute cette nature qui amène quelque chose de frais, et le bien-être de l'habitant, du citoyen. On le voit également sur les écoles. Une autre étude a été réalisée à Barcelone en montrant que si les enfants jouent dans une cour végétalisée, la concentration de l'enfant peut augmenter de 20 à 65%. Donc c'est vraiment important de se dire qu'on ne peut pas se séparer en fait de la nature. Quand on dit osmaya, c'est l'harmonie, c'est de remettre l'harmonie entre la nature et l'être humain. C'est vraiment ça, c'est de refaire cette combinaison complète que la nature est essentielle. Est-ce que c'est un discours, une prise de conscience qui existe aussi chez les entrepreneurs, dans les entreprises? C'est-à-dire mettez des plantes, mettez de l'espace vert chez vous. Effectivement. Ça commence ouais. Dans les sièges sociaux, par exemple, dans les grands espaces. Il y a de plus en plus, déjà, il y a les salariés eux-mêmes le demandent, d'avoir des cafétérias qui soient un peu plus végétalisées. Et puis, il y a aussi le sujet d'impact environnemental, c'est-à-dire qu'autour d'une entreprise, d'une usine, les parkings doivent être... pour la plupart avec un sol perméable. Il faut réintroduire des haies. Voilà, ça fait partie aussi de leurs engagements environnementaux que de faire en sorte qu'il y ait un équilibre de nature et biodiversité. Est-ce que vous avez beaucoup de clients privés, ou est-ce que c'est essentiellement les collectivités locales quand même qui sont vos interlocuteurs, on va dire, naturels? On a des collectivités, des grands comptes également, des entreprises, des grandes entreprises. Qui vous demandent de créer des espaces verts? Des entreprises qui nous demandent de créer des espaces verts, effectivement, et puis surtout de les entretenir ensuite, pour qu'ils soient durables dans le temps et praticables. Des gestionnaires de sites, de parcs immobiliers, où il faut réintroduire aussi la nature, ou en tout cas préserver le parc arboré qui existe. Des clients plus particuliers, de prestige, qui ont un patrimoine arboré et végétal et qui veulent le préserver. Des exemples de sites comme ça, un peu prestigieux, sur lesquels vous intervenez?
Oui, on a le château de Versailles, par exemple. C'est pas mal comme site prestigieux. Voilà, Ok. ouais. Donc, qui C'est demande gigantesque le parc du Alors, château de Versailles, je c'est le par connais bien. projet, c'est Ouais. par zone, etc. Mais ça amène aussi, ça permet de montrer que dans le métier du paysage, dans le secteur du paysage, il y a vraiment beaucoup de métiers qui sont différents, complémentaires mais différents. On ne va pas agir de la même façon sur un site comme le château de Versailles, de la même façon que sur un site d'une forêt urbaine, par exemple, ou d'une cour d'école, ou d'un site à dépolluer sur une usine. Vous vous définissez comme une entreprise agile qui privilégie l'intelligence collective. Ça veut dire quoi concrètement? Je trouve ça très joli comme engagement, mais qu'est-ce que ça signifie? Oui, effectivement, ça fait partie d'une de nos valeurs, l'agilité. On a conservé, en France, on a 70 sites d'exploitation, ce qui nous permet d'avoir un ancrage territorial très très fort, d'être en proximité avec nos clients, d'avoir gardé et conservé nos marques en local pour ne pas créer l'écart. Et cette agilité permet à la fois de répondre rapidement à nos clients, mais le fait de faire partie d'un grand groupe permet aussi d'intégrer les bonnes pratiques de d'autres structures. Quand ça marche quelque part, on peut l'intégrer ailleurs. D'accord. Si ça a fonctionné sur un site, il y a un partage d'expérience qui se crée en interne, et donc les bonnes pratiques sont appliquées ensuite sur d'autres choses. Mais on est quand même dans une organisation avec de la verticalité, forcément. Oui, comme dans les grands groupes, parce qu'il faut des services supports, mais il y a énormément d'autonomie dans les régions, il y a de l'autonomie aussi au sein des structures plus locales. Le tout, c'est l'échange, et c'est pour ça qu'on parle d'échange collectif. C'est l'échange qui va se créer. Je vous parlais tout à l'heure de comité de pilotage qui permet justement de casser ces silos de hiérarchie et de pouvoir discuter et envisager des plans d'action sur des sujets très concrets avec des personnes les plus passionnées du groupe. Donc, ça permet d'avoir cette ambition et son engouement pour faire évoluer les choses au sein du groupe. Merci beaucoup, Sandrine Martin, d'être venue nous présenter et partager avec nous les enjeux environnementaux et sociétaux du groupe Osmaya. Je vous dis à bientôt sur Be Smart for Change. Voilà, on passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas, c'est notre rubrique Startup et Innovation. J'accueille Emmanuelle Santos. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice d'Erapreg. Vous l'avez créé en 2022. C'est quoi le point de départ, le déclic? Racontez-moi. Alors, le point de départ, c'est ce qui est souvent le cas dans le milieu entrepreneurial. C'est une expérience personnelle qui pousse à entreprendre. Moi, c'est ma grossesse. C'est ma 3e grossesse qui m'a poussée à concevoir un nouveau produit. En fait, j'ai été concernée par des problèmes vasculaires au niveau de la sphère gynécologique. C'est le cas de 20% des femmes pendant leur grossesse. Et le gros problème de ces on va dire, dysfonctionnements vasculaires, c'est que ça provoque des sensations de pesanteur, des lourdeurs extrêmement puissantes au niveau intime. Et il est quasiment impossible de rester debout plus de 5 minutes. C'est à ce point handicapant. Extrêmement handicapant, c'est très douloureux. Et donc, vous avez cherché un produit qui pouvait éventuellement vous soulager, vous n'en avez pas trouvé, c'est ça? Non, j'ai pas trouvé. J'ai été sur Internet, j'ai passé des heures sur les forums, parce que c'était il y a quand même quelques années. Et en fait, j'avais bien compris que simplement la compression soulageait tout de suite la douleur, mais aujourd'hui sur le marché français, même européen, même international, il n'y avait pas de dispositif qui proposait une compression de la zone vraiment vulvo-pelvienne. Donc vous avez créé ou imaginé créer, parce qu'après il y a quelques étapes, une culotte de contention, c'est ça? Voilà, en fait, après mon accouchement, après l'accouchement, tout rentre dans l'ordre, en tout cas pour les femmes qui sont concernées pendant la grossesse, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle, donc ça c'est pour rassurer aussi les femmes qui peuvent être concernées. Donc j'ai décidé de créer la solution que j'aurais aimé avoir. Donc je me suis entourée de professionnels de santé, donc des sages-femmes essentiellement, et des patientes qui rencontraient ce problème et qui étaient totalement partantes pour essayer, puisqu'elles-mêmes étaient un peu désemparées. Et on a conçu ensemble, au bout d'1 an, la première culotte de contention sur culotte. J'insiste là-dessus, puisqu'elle se place par-dessus le sous-vêtement quotidien. Donc je l'ai là. Si je peux montrez-la, il faut la montrer assez haut. Donc c'est un système avec des scratchs, c'est ça? En fait, à l'arrière, il y a des petites sangles ajustables. Bon,
je ne la remets pas, mais en tout cas, voilà, elle se place par-dessus la culotte. Donc en un seul geste. Et on peut la régler. Voilà, à l'arrière, en fait, on peut récupérer les sangles qui sont ici et les étirer. Ça va permettre à l'utilisatrice de gérer l'intensité de la pression qu'elle souhaite. Et elle existe en 6 tailles, donc vraiment pour une idée de sur-mesure. Ça a demandé un peu de recherche, peut-être de brevet d'ailleurs. Est-ce que vous avez breveté le produit? Oui. Alors, on l'a breveté et il a été délivré. Là, on a une délivrance sur l'Europe, donc c'est une très bonne nouvelle pour nous. On a effectivement eu des difficultés à trouver des matériaux qui soient très compressifs mais très confortables, parce que l'idée c'était de la porter, de sortir, de marcher, donc d'être mobile. Donc il fallait que ce soit efficace mais dans un maximum de confort. Il fallait également que les élastiques que nous utilisons soient complémentaires entre eux en termes d'équilibre de compression, pour avoir un maintien au niveau du bassin qui fasse pas mal, mais qui en même temps permettent de venir soulager l'intégralité du plancher pelvien. Et on a fini par y arriver. Est-ce que c'est un dispositif médical? Oui, ça l'est depuis le mois d'avril. Donc on est dispositif médical certifié CE. Et on est éligible au remboursement également. Est-ce que ça veut dire que, alors on va parler des circuits de distribution, que vous êtes vendu en pharmacie, uniquement en pharmacie? Quel choix vous avez fait? Alors, avant d'être dispositif médical, on était vraiment focus sur le e-shop. Donc, on vendait beaucoup sur notre site internet. Et on s'est rendu compte quand même qu'on avait 50% des clientes qui venaient par recommandation de leurs professionnels de santé. Donc, c'est là qu'on a vraiment voulu développer une distribution B2B, donc par des pharmacies, des revendeurs spécialisés. Donc, aujourd'hui, on est présent partout et on va travailler avec les grossistes répartiteurs prochainement. En tout cas, c'est notre volonté. Tiens, il nous reste 1 minute 30. Ah, par contre, il y avait... Oui. Allez-y. Non, je voulais insister sur le fait que depuis la commercialisation du produit, j'ai découvert avec les clientes et les médecins qu'il y a de nombreuses pathologies qui, elles aussi, étaient soulagées par la compression. Donc, ce n'est pas seulement pour les femmes enceintes. Non, et c'est là où c'est très intéressant parce qu'on s'adresse à vraiment une offre mondiale. Parce que c'est, d'après les statistiques, 1 femme sur 6 qui est invalidée chaque jour par ses sensations de pression, de pesanteur, ce qui est le cas donc des femmes enceintes, 20% dont j'en ai parlé, mais surtout les femmes qui ont un prolapsus, donc c'est une descente d'organes. C'est 1 femme sur 3 après 40 ans. Et les femmes qui ont de la congestion pelvienne. On a aussi toutes les douleurs post-opératoires. Donc, il y a vraiment un vrai sujet en santé pelvienne. Et aujourd'hui, on est le seul dispositif à proposer de les aider concrètement, qui n'est pas invasive. Voilà. Vous avez réussi à les faire fabriquer en France, vos oui, culottes? Oui, elles sont fabriquées en France, dans les Hauts-de-France. Ok. Ça a été compliqué ou Non. Non, il y avait des talents. Oui, il y a des talents, ça se passe très bien. Je suis très contente et là, je suis en train de développer d'autres produits parce qu'on a découvert d'autres vides thérapeutiques, toujours dans la contention, qui seront aussi fabriqués en France. Voilà. Merci beaucoup et bravo d'avoir créé Erapreg. Je vous dis à bientôt sur Be Smart for Change. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et les audacieux. Je vous dis à très vite sur notre antenne. Salut.